Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. On fera bien sûr le point sur les intempéries et sur la météo à venir de ce week-end. Amélioration aujourd'hui, mais Météo France annonce une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest. Risque de verglas, 26 départements sont en vigilance ce soir. Il faut rester prudent, vous le verrez. Dans l'actualité également, les questions autour de la mort violente d'un adolescent de 16 ans retrouvé mercredi à Belfort. Une marche silencieuse s'est déroulée aujourd'hui. Une information judiciaire, vous le verrez, a été ouverte pour homicide volontaire. Ce qu'il a pu subir, ou surtout à Belfort, c'est horrible quoi. Nouveau rebondissement en Côte d'Ivoire. Cet après-midi, le Conseil constitutionnel l'affirme que c'est Laurent Gbagbo qui a remporté l'élection présidentielle. Les partisans d'Alassane Ouattara évoquent un putsch et réaffirment leur victoire ce soir. La confusion est grande. Sur place, deux vainqueurs pour un fauteuil. Notre équipe est à Abidjan. Qui est Julian Assange? Le fondateur de Wikileaks alimente tous les fantasmes. Il est aujourd'hui recherché, mais est-il vraiment introuvable? Élément de réponse ce soir avec notre correspondant en Grande-Bretagne. La page sport avec tout d'abord la Coupe Davis et le score est de 1 partout entre la France et la Serbie. Monfils et Djokovic se sont imposés. Et puis cette question, pourquoi la FIFA a-t-elle choisi d'attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Le choix paraît surprenant. Les raisons sont peut-être à la fois géopolitiques et économiques. Enfin, le 24e Téléthon s'est ouvert ce soir sur les antennes de France Télévisions. Quelles sont les raisons d'espérer? Témoignage ce soir et un seul numéro, bien sûr, le 36-37. Il faut qu'on y arrive, mais on va y arriver. Voilà pour les titres et merci d'être avec nous. On commence donc par le point sur les intempéries et on peut parler ce soir globalement d'amélioration. On va revenir dans le détail sur tout cela et tout d'abord direction la nationale 12 dans le nord de la Bretagne où, je vous le rappelle, 700 poids lourds étaient bloqués. Alors doit-on pour autant parler de retour à la normale? Eh bien, on fait le point avec Romuald Bonan, Gabriel Camilla qui se sont rendus sur place. Un concert de klaxons pour exprimer le soulagement. Après 2 jours et 2 nuits bloqués dans la neige le long de la nationale 12, les routiers ont été autorisés finalement à repartir en début d'après-midi. Pas toujours facile malgré l'envie. Ça patine, ça bloque, c'est verglacé encore en dessous. Des naufragés de la neige qui pour la plupart gardent un goût amer de l'expérience. Pas de communication, rien, ça fait 2 jours qu'on est là et on n'a vu personne. Est-ce que vous craignez Une perte de salaire, parce que là on n'est pas en train de rouler quoi. Donc on aurait sûrement une perte de salaire quoi. Désormais, priorité absolue à l'évacuation des 700 camions. Alors, les saleuses et autres chasse-neige tournent à plein régime. On enlève déjà une épaisseur là, mais il y a une épaisseur qui reste collée à la route. Et là, pourquoi? Parce qu'elle est restée glacée sur la route là. Dans son restaurant routier brutalement envahi, Gaude sert les derniers chauffeurs avant leur départ. Après 48 heures à leur chevet, elle a déjà oublié le pire. On a partagé une belle histoire, on a fait des photos, on aura des souvenirs encore au bar à afficher. À 80 km de là, plus à l'est, Lamballe, plus de 35 cm de neige tombée en 24 heures. Désormais, place au redout et au nettoyage, mais les habitants n'en reviennent toujours pas. Je crois qu'on n'a jamais vu ça, oui. C'est sûr. Enfin, si, peut-être il y a des années et des années. Désormais ici, c'est la fonte de la neige que l'on craint. Alors, les vannes des plans d'eau et des ruisseaux ont été ouvertes en urgence pour que des inondations comme celle de février dernier ne se renouvellent. C'est ce qui me fait vraiment le plus peur. Et donc on est en train de prendre des précautions et d'anticiper complètement sur des possibles phénomènes de ce point de vue-là. Demain, la pluie est annoncée dans la région. En attendant, la neige abondante aura au moins fait le bonheur de quelques-uns. Alors, autre coup de projecteur ce soir, direction la Manche. C'est dans la région de Coutances que sont tombés la nuit dernière près de 50 cm de neige. La vie a été paralysée durant plusieurs heures. Alors, qu'en est-il ce soir? Reportage Stéphanie Pérez et Antoine Husser. Un air de Scandinavie. La région de Coutances s'est réveillée ce matin coupée du monde, enveloppée dans un épais manteau de neige. Avec 40 à 70 cm par endroit, l'engin indispensable, le voici. Là, je m'en vais dépanner des amis là, qui sont bloqués avec la neige. Là. Hein, donc ils m'ont demandé si je pouvais venir les sortir la voiture et tirer la neige dans la cour. Une chance que Frédéric Le Saunier possède un tracteur, car ses amis ce matin étaient tout simplement prisonniers chez eux. Impossible de rejoindre le centre-ville. Moi, ce matin, ça m'arrivait jusqu'aux genoux. C'est pour vous dire jusque-là. Donc j'ai dit panique à bord, j'ai appelé mes amis, ils sont venus m'aider. Donc vous voyez, ils sont en train de déblayer là maintenant. Mais ça va jusqu'à derrière, justement. Les services municipaux sont débordés, la région paralysée. Dans chaque quartier, tout le monde se donne donc un coup de main.
Ah, c'est exceptionnel, oui. L'année dernière, on a eu cette hauteur-là en 4 fois. Que là, on a eu depuis hier soir, quoi, cette nuit. Ah, là, c'est énorme. Et du coup, sur des routes toujours glissantes, le tracteur ne sert pas seulement de chasse-neige. Le voici investi d'une mission plus insolite. Donc j'ai besoin de lait, j'ai besoin de matières premières pour les enfants, donc on a pris le tracteur. Je crois que c'est la première fois, même l'année dernière, on avait réussi à sortir quand même. Mais là, c'était impossible. La neige a commencé à fondre cet après-midi, mais Coutances garde les yeux rivés vers le ciel avec une certaine appréhension. Plus au sud, direction maintenant la région lyonnaise, qui a vécu ces derniers jours sous la neige. Les chaussées et les grands axes ont cependant été sécurisés. On va tout de suite retrouver au nord de Lyon, sur l'autoroute A6, Benoît Gadret. Bonsoir Benoît. Ici encore, amélioration de la situation, mais prudence en raison du verglas. Oui, la situation s'améliore enfin ce soir dans la région après cette semaine éprouvante et après cet épisode neigeux d'aujourd'hui. Il a occasionné quelques difficultés dès ce matin en Auvergne, du côté de Clermont-Ferrand, sur l'autoroute A89. Neige également à Lyon, 2 à 3 cm, davantage en Isère et surtout en Savoie. Il est tombé 13 cm de neige cet après-midi à Chambéry. Alors cet épisode neigeux est en train de s'évacuer définitivement vers l'est, vers la Suisse, laissant derrière lui quelques restes, quelques flocons qui sont en train de tomber, mais qui sont sans commune mesure avec ce que l'on a connu ces derniers jours. Demain, après un brouillard givrant, eh bien, le temps s'annonce sec et surtout très froid. On devrait donc rouler sans trop de difficultés dans la région Rhône-Alpes. Gare toutefois pour ceux qui vont en montagne aux avalanches. Le risque est très marqué compte tenu des précipitations de ces derniers jours. Merci beaucoup Benoît. Allez, on reste dans la région du froid, de la neige, des perturbations. Dans ce type de situation météo, il y a parfois économiquement ceux qui se plaignent et ceux qui se réjouissent de tout cela. Deux sons de cloche que nous racontent ce soir Denis Sébastien et Thierry Simonet. À l'arrêt, figé depuis le début de la semaine, moins 4 degrés à Lyon ce matin et la plupart des chantiers interrompus. Dans cette entreprise de travaux publics, le personnel est en chômage technique, le matériel immobilisé en attendant des jours meilleurs. On a environ 85% de notre effectif qui est en intempérie aujourd'hui. Quasiment tous nos chantiers sur Lyon sont arrêtés. Situation difficile aussi dans le secteur du transport routier. Des camions bloqués sur les routes et au bout du fil, des clients qui s'impatientent. Du retard et puis surtout des rendez-vous qu'on ne peut pas honorer. Et puis donc ça fait des reports et des reports et des reports. Et puis du coup hier la journée a fini très tard. A l'inverse, les affaires se portent plutôt bien pour ce carrossier. Le verglas et la neige, c'est 30% de surcroît d'activité et du travail garanti jusque fin janvier. Quand les dépanneuses ont pu rapatrier les voitures jusqu'à chez nous, effectivement, on a eu une grosse activité. Il y avait beaucoup d'entrées en très peu de temps. Des carnets de commandes bien garnis aussi chez les professionnels du bois de chauffage. Ici, les clients viennent se servir eux-mêmes. Ils ont rarement été si nombreux à cette période de l'année. Là, on est passé de 4 bûches par jour, on est passé à 8 bûches par jour. Et là, ça va très vite, quoi. D'un coup, ils ont acheté des poêles, ils les ont reçus tardivement pour certains, et ils ont besoin d'avoir du bois immédiatement. Enfin, s'il y a une industrie qui ne se plaindra pas de la météo actuelle, c'est bien celle du ski. Demain, les stations sont nombreuses à ouvrir leurs pistes, parfois avec 2 semaines d'avance, et tout le monde est à la même enseigne, grand site d'altitude ou station-village, la neige n'a oublié personne. Autre conséquence et autre information ce soir, sachez que le trafic transmanche des Eurostar reste perturbé avec environ un train sur 4 annulé entre Paris et Londres et ces perturbations sont essentiellement dues aux conditions météo côté britannique. On retrouve notre correspondant à Londres, Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques, l'Angleterre vit toujours au ralenti ce soir? Oui, en effet, c'est le moins que l'on puisse dire. Tous les transports, vous l'avez dit, sont touchés par le froid et Eurostar n'échappe pas à la règle. Un train sur 4 en moyenne est annulé et tous ceux qui circulent accusent des retards qui vont de 60 à 90 minutes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est assumé par la direction. Elle préfère faire circuler ces trains au ralenti pour éviter de connaître les mêmes mésaventures que celles que l'on a connues l'année dernière. Les aéroports également sont touchés. Gatwick, deuxième aéroport du pays, est resté fermé pendant 2 jours. Il vient de rouvrir timidement, mais on connaît exactement les mêmes problèmes dans d'autres aéroports comme Heathrow ou City Airport. Il faut s'armer de patience. Il y aura des retards tout le week-end. Lente amélioration prévue d'ici à lundi prochain.
Jacques Cardoz en direct de Londres. Alors, que va nous réserver les prochaines heures et les prochains jours avec nous Isabelle Martinet? Bonsoir Isabelle. Bonsoir Laurent. Alors, on a envie tout d'abord de savoir, on parle d'amélioration, est-ce que ça va durer dans le temps? Non, ça ne va pas durer. C'est vrai qu'on attend un radoucissement, que ce radoucissement sera de courte durée et surtout qu'il n'empêche pas la mise en vigilance orange de 26 départements. Nous allons avoir une nouvelle perturbation qui va arriver sur un sol froid. Elle va donc donner d'abord de la neige, suivie de pluies verglaçantes, donc des phénomènes encore glissants et dangereux, qui vont d'ailleurs circuler en direction de l'Est en cours de journée. Et c'est seulement à l'arrière de ce phénomène que la pluie prendra le relais avec le redoux. Isabelle, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur la semaine prochaine. Est-ce que ce sera le retour d'un temps plus doux ou pas? Alors, redoux, oui, mais qui ne va pas durer. Ça veut dire que dès lundi, les températures vont à nouveau baisser. Mardi matin, on prévoit des températures en moyenne prisant les moins 4 degrés dans le nord, le tout avec de nouvelles chutes de neige qui seront, il est vrai, moins abondantes, mais qui maintiennent tout de même des conditions très hivernales. Désolée. Merci beaucoup Isabelle, et puis on vous retrouve juste après ce journal. Et puis sachez qu'une panne générale d'électricité a touché ce soir durant plus de 2 heures la ville d'Ajaccio, une ville qui a été plongée dans le noir, et cela en raison de plusieurs impacts de foudre qui ont touché 2 lignes à haute tension. Plusieurs orages de grêle se sont abattus sur la région aujourd'hui. Voilà pour le point sur les intempéries. Autre titre de l'actualité, il était un jeune homme sans histoire, Pierre était lycéen, il allait avoir 16 ans et il a été retrouvé mort ce mercredi au pied des remparts de Belfort, une affaire qui suscite beaucoup d'émotions dans la ville. Une marche silencieuse a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire. Le point ce soir avec Arnaud Comte et Antje Stahlschmidt. En silence, parfois une rose à la main, 1500 personnes, principalement des adolescents, ont défilé derrière cette banderole. Une phrase, un hommage en mémoire de celui qui était leur camarade, un jeune homme unanimement apprécié. C'est pas tous les jours qu'un gamin de 16 ans meurt, surtout dans des circonstances pareilles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est tous mobilisés. Ce qu'il a pu subir, ou surtout à Belfort, c'est horrible quoi. Pierre allait fêter ses 16 ans. 4 jours après sa disparition inexpliquée, son corps a été retrouvé mercredi dans un local désaffecté, au pied des remparts de Belfort. L'adolescent avait les mains ligotées, son visage couvert de traces de coups. L'autopsie a révélé principalement des traumatismes faciaux et une plaie à la carotide faite par un objet contondant. Qu'est-il arrivé à Pierre, élève de première, décrit comme un garçon intelligent et exemplaire par son proviseur? L'adolescent a été vu pour la dernière fois samedi après-midi à la sortie du lycée. Il avait alors rendez-vous dans un restaurant du centre-ville avec plusieurs personnes. Selon les enquêteurs, sa mort particulièrement brutale laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Son ordinateur a été saisi et la police s'intéresse de très près à ses connaissances. En bref, sachez qu'à Sevran, en Seine-Saint-Denis, hier soir, un policier a été, lors d'un contrôle, renversé délibérément par une voiture, selon la préfecture. Il a été hospitalisé pour plusieurs fractures. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis vous vous souvenez de cette banderole déployée lors de la finale de la Coupe de la Ligue en mars 2008 entre le Paris Saint-Germain et Lens, banderole anti-ch'ti. Eh bien, 5 supporters comparaissaient devant le tribunal de Bobigny aujourd'hui pour provocation à la haine et à la violence. Le parquet a requis des peines allant jusqu'à 3 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade. La décision a été mise en délibéré. Dans l'actualité à l'étranger, que va-t-il se passer dans les prochaines heures en Côte d'Ivoire? La situation est toujours ce soir complexe, tout simplement parce qu'il y a d'un côté l'annonce hier de la victoire d'Alassane Ouattara et qu'aujourd'hui c'est le Conseil constitutionnel qui a adoubé Laurent Gbagbo. 2 hommes, 2 victoires revendiquées et un seul fauteuil de président. En tout cas ce soir la communauté internationale a fait son choix. Sur place, Dominique Derda, Frédéric Ranck et Sylvain Barral. Pour le représentant spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire, c'est la fin des illusions. Lui qui croyait que la démocratie allait triompher dans ce pays doit se rendre à l'évidence. Le Conseil constitutionnel vient tout juste de proclamer Laurent Gbagbo vainqueur au mépris du vote des Ivoiriens. Même si toutes les réclamations déposées par la majorité présidentielle auprès du Conseil constitutionnel étaient prises en compte, le résultat du second tour de l'élection présidentielle tel que proclamé par le président de la CEI le décembre ne changerait pas, confirmant le candidat Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire.
Le communiqué dont chaque mot est pesé émane directement du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Il marque une rupture très nette entre la communauté internationale et la Côte d'Ivoire. Depuis l'annonce hier par le président de la commission électorale indépendante de la victoire d'Alassane Ouattara, puis le démenti quelques instants plus tard par le Conseil constitutionnel, la Côte d'Ivoire se retrouve avec deux présidents. Un président virtuel qui se croyait élu et un autre au pouvoir depuis 10 ans, qui pas une seule seconde n'imaginait qu'il pouvait être amené à laisser la place. Avec la réélection très contestée de Laurent Gbagbo, la situation ici se tend encore un peu plus. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan, des partisans d'Alassane Ouattara font, dit-on, brûler des pneus face aux forces de l'ordre qui, pour l'instant, pour les disperser, se contentent de gaz lacrymogène. À l'étranger, toujours, la France a commencé à envoyer en Israël 4 avions et notamment des Canadair afin d'apporter un soutien dans la lutte contre le violent incendie qui ravage le mont Carmel près d'Haïfa. Incendie qui a fait, je vous le rappelle, une quarantaine de morts. La colère gronde, en tout cas dans le pays. On critique de plus en plus le manque de moyens pour faire face à la situation. Éric Besson, ministre de l'économie numérique, a demandé aujourd'hui que le site Wikileaks soit interdit d'hébergement en France. Ce site, je vous le rappelle, est à l'origine de la publication de milliers de documents diplomatiques américains. L'une des questions dans ce dossier ce soir reste celle qui concerne le fondateur de ce site qui fait tellement polémique. Où se cache Julian Assange? Qui est cet homme? Et est-il réellement introuvable? Les réponses se trouvent peut-être en Angleterre. Jacques Cardoz, Stéphane Guillemot. Ce jour-là, il ne se cachait pas, bien au contraire. C'était à Londres en octobre dernier. Serein, celui que certains voient comme un héros de la liberté d'expression allait publier de nouveaux documents sur la guerre en Irak. D'autres le jugent totalement irresponsable. Celui qui fait trembler les chancelleries du monde entier fuit désormais les caméras. Depuis lundi, il est traqué et se cacherait quelque part par là dans le sud-est de l'Angleterre. Car Assange est sous le coup d'un avis de recherche international, non pas pour ses révélations, mais pour une affaire de mœurs instruite en Suède. Coïncidence ou pas, son site internet est indisponible depuis cette nuit, cible d'une cyberattaque. C'est probablement une attaque coordonnée par un des États concernés par les révélations, mais pour le moment, nous n'avons pas de preuve de la provenance. Cet Australien de 39 ans n'est pas un tendre. Arrêté pour piratage informatique alors qu'il était adolescent, il a ensuite été consultant puis conseiller en sécurité. Fils d'artiste, il compte de nombreux soutiens au sein de partis de gauche en Suède, où il a vécu. Qualifié d'ironique et d'arrogant par des collègues de travail, il nargue la police et épouse des méthodes d'espionnage. C'est un crime de nous rendre les choses plus compliquées. Cet entretien enregistré dans un lieu tenu secret aurait été posté de Jordanie pour brouiller les pistes. Mais au moment où Assange se prépare à de nouvelles révélations sur la corruption, Scotland Yard l'aurait déjà localisé et n'attendrait plus qu'un feu vert judiciaire pour l'interpeller. En bref, une image, celle d'une visite surprise. Le président Barack Obama a choisi de rendre visite aux troupes américaines en Afghanistan. Il a atterri sur la base de Bagram. La météo l'a en revanche empêché de se rendre dans la capitale, rencontrer le président Hamid Karzai, le président américain qui a souhaité mettre en garde ses troupes contre des jours difficiles. La politique ce soir et la semaine mouvementée du Parti socialiste alimente une nouvelle fois bien des débats. Le calendrier des primaires doit-il être modifié? Ségolène Royal pourra-t-elle s'imposer face à la popularité de Dominique Strauss-Kahn? Reste à savoir si lui-même sera candidat. Bref, beaucoup d'interrogations et un premier enseignement aujourd'hui avec un sondage CSA publié par nos confrères du Parisien. Le PS y apparaît fragilisé, DSK reste en tête, Ségolène Royal tire son épingle du jeu et c'est Martine Aubry qui semble souffrir, la première secrétaire qui a choisi jusqu'à aujourd'hui le silence. Hélène Hugues, Bernie Merriot. C'était mercredi dernier à Lille. En visite sur le marché de Noël, Martine Aubry parle du sida. On a 8000 nouveaux cas par an. Un peu moins, 6007. Aujourd'hui, elle signe une tribune dans Libération sur l'environnement. Pas un mot sur les primaires, pas plus sur la candidature surprise de Ségolène Royal. Un silence qui irrite au Parti socialiste où les prétendants réclament une accélération du calendrier de désignation. Le plus rapide et le plus authentique dans la liberté de ces candidatures, c'est que les choses puissent se faire avant l'été, afin que dès la rentrée, nous puissions nous mettre collectivement au travail. La cacophonie est à nouveau en train de l'emporter. Donc il faut d'urgence remettre de l'ordre et que la direction du PS reprenne les choses en main, recadre le dispositif et resserre le calendrier des primaires. Pas question de céder à la pression. Martine Aubry garde son tempo et s'appuie sur le soutien des militants. Si la première secrétaire ne montre pas l'exemple en respectant le calendrier qu'on s'est fixé, c'est là qu'on pourra lui faire des reproches. Pourquoi elle serait obligée de rentrer dans le sillage, de polémiquer, je vois pas l'intérêt, quoi.
Elle vient pourtant d'atteindre sa cote d'alerte. Pour la première fois, un sondage place Martine Aubry sur la 3e marche du podium, derrière Ségolène Royal. La raison de ne pas céder à l'hyper-pression médiatique et de ne pas forcément être à la remorque ou en réactivité parfaite à tout ce qui se dit et se fait. Mais là, pour le coup, je pense qu'il faut qu'elle commence à intervenir et à donner un point de vue, ne serait-ce que pour répondre à toutes les questions qui se posent. Le silence sera rompu dimanche. Martine Aubry s'exprimera dans la presse écrite. Il est 20h18 à suivre dans un instant. Pourquoi la Fédération internationale de football a-t-elle choisi de confier la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Alors enjeu politique ou encore économique? Élément de réponse à suivre. Le tennis et la Coupe Davis, France 1, Serbie 1. Monfils et Djokovic étaient les plus forts aujourd'hui. Demain le double, nous irons à Belgrade. Enfin, le 24e Téléthon a débuté ce soir sur France Télévisions. Nous verrons pourquoi ce rendez-vous est toujours source d'espoir et de résultats. Mais avant cela, le grand format de ce vendredi. Demain, Nicolas Sarkozy sera en Inde. Il sera accompagné de 7 ministres et de nombreux chefs d'entreprise. Un déplacement dans un pays stratégiquement et économiquement incontournable. La preuve, 740 entreprises françaises ont fait le pari de s'implanter sur place. Une implantation qui n'est pourtant pas toujours évidente. La loi indienne reste restrictive. C'est ce que nous dévoilent sur place Pierre Monégier et Dominique Marottel. C'est une puissance qui émerge selon ses propres codes. L'Inde est devenue en quelques années un Eldorado pour investisseurs étrangers, et notamment français. Cette chaîne de cosmétiques a ouvert son premier magasin indien il y a quelques mois. Après avoir percé sur le marché chinois, le sous-continent s'imposait comme une évidence. L'Inde est quasiment au même niveau que la Chine dans la mesure où se crée actuellement une classe moyenne qui ont un pouvoir d'achat. Celui de pouvoir acheter des produits de luxe aujourd'hui. 740 entreprises françaises ont fait le pari de l'Inde. Parfumerie, habillement, mais aussi infrastructures et télécom, tous les secteurs sont représentés. Dans ce gigantesque chantier, le leader mondial des matériaux de construction, le français Lafarge, a investi plus de 800 millions d'euros en 10 ans. Le groupe possède aujourd'hui 90 usines en Inde et prévoit de doubler ses capacités de production dans les 5 ans à venir. En Inde, on est en train de vivre en fait une transition, un passage des méthodes traditionnelles aux méthodes modernes, des bétons faits sur chantier au béton prêt à l'emploi, des briques à la plaque de plâtre. Mais cette transition entre l'Inde éternelle et la nouvelle superpuissance ne se fait pas sans à-coups. Certains domaines résistent encore et toujours à l'investisseur étranger, notamment la grande distribution. Dans cet immeuble, en toute discrétion, des salariés de Carrefour préparent l'implantation du groupe en Inde. En 5 ans, ils n'ont pas pu ouvrir un seul supermarché. La loi indienne l'interdit. Ne pas baisser les bras, c'est le leitmotiv de la mission économique de l'ambassade. Les Indiens nous jugent aussi à notre capacité à revenir, à entretenir le dialogue avec eux et à développer la relation d'affaires. Car derrière les belles façades, le miracle indien tient parfois du mirage. Marc Treves est consultant en marketing. Il a participé à des chantiers colossaux en Inde, comme ce centre commercial, le plus grand du pays. Après 4 années ici, son bilan est sans concession. L'Inde est difficile à la fois avec l'administration, qui est, on va dire, un mélange d'apathie et de complications byzantines. Il y a évidemment des soucis de corruption. La goutte qui fait déborder le vase, c'est le souci des impayés. Et je vais peut-être passer à autre chose. Quitter l'Inde. Malgré les difficultés, l'Inde continue d'attirer chaque jour de nouveaux entrepreneurs venus de France. Et l'industrie française prévoit d'investir à nouveau 10 milliards d'euros dans le sous-continent d'ici 2012. Et puis on vient d'apprendre que l'ensemble de l'espace aérien espagnol, sauf l'Andalousie, est fermé ce soir, et cela en raison d'une grève des contrôleurs aériens du pays. Une réunion de crise devrait avoir lieu ce soir à Madrid. Économie toujours avec la question qu'on saute ce vendredi, et elle est de circonstance, puisqu'en quelques jours, près de 6 millions de sapins de Noël seront vendus en France. Alors comment s'y retrouver? La qualité, le prix, naturel ou artificiel, en pot ou coupé? Voici quelques clés avec Grégory Naboulet et Chloé Cormery. C'est 1,50 m. 1,50 m, je vais vous proposer un sapin à 40,90 €, par exemple, plus stable. 3 semaines avant le passage du Père Noël, le sapin roi des forêts négocie sa place bien au chaud dans le salon. Il y en aura 6 millions de vendus cette année. Et pour ce qui est du choix, question épineuse, chacun a sa petite idée. Déjà, il est grand, il est magnifique à regarder, il sent bon et surtout après, il vous amène plein de petits cadeaux. Celui-là, un grand, un très grand. On
préfère qu'ils sentent bon et qu'ils perdent ses épines en fait. Près d'un tiers des sapins de Noël sont cultivés en France. Les autres sont importés de Belgique, d'Allemagne ou des pays scandinaves. Jean-Christophe Bonneron est producteur. Tous ces sapins viennent du Morvan. Cette année, il compte en écouler 20 000. 60% de ces sapins sont des Normann. Le Normann, star de Noël avec ses aiguilles qui tiennent plus longtemps, il a fait tomber la cote de l'épicéa. Son inconvénient, c'est qu'il perd ses aiguilles en fait. Et donc c'est un arbre qu'il faut mettre dans les foyers assez tardivement si on ne veut pas avoir de surprise. Et les prix s'en ressentent. Un épicéa vous coûtera entre 7 et 40 euros en moyenne selon la taille. Comptez entre 20 et 120 euros pour le Normann. Son cousin, le Nobilis aux épines tout aussi robustes et qui lui a conservé son parfum résineux, coûte entre 30 et 150 euros en moyenne. Et quitte à y mettre quelques euros de plus, certains ajouteront aussi un peu de fantaisie. La tendance cette année est au sapin coloré. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de le décorer. Le sport, et on peut réellement parler de surprise. Barack Obama a lui-même réagi, affirmant que la Fédération internationale de football avait pris, je cite, une mauvaise décision en attribuant l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il faut rappeler que les États-Unis étaient également candidats, tout comme le Japon, la Corée du Sud ou encore l'Australie. Alors pourquoi ce choix? Est-ce le triomphe définitif de l'argent et de la politique? La question mérite d'être posée. Manuel Tissier et François Renaud. L'ouverture de cette enveloppe a fait basculer la Coupe du Monde dans une autre dimension. À Doha, capitale du Qatar, la foule s'est levée et avec elle la fierté du Moyen-Orient. À peine plus grand que la Corse, le Qatar sera le plus petit pays à organiser un mondial. 1 700 000 habitants seulement, mais une puissance financière démesurée, critère essentiel pour la FIFA. La candidature qatari s'est offert Zinedine Zidane comme ambassadeur et a monté un projet novateur. Les températures de 50 degrés ne seront pas un obstacle, car en 2022, les stades seront climatisés. C'est extraordinaire, vous avez des panneaux solaires au-dessus, vous avez de l'énergie qui arrive, elle est transformée, elle est recyclée, vous avez une climatisation qui se fait par ce système-là. Ils sont allés voir les meilleurs experts et ça marche. Et c'est écologique en plus. Le Qatar prévoit de construire 9 stades et un aéroport. Un chantier pharaonique de 40 milliards d'euros. La Coupe du Monde sera l'apothéose d'une campagne de communication fondée sur le sport. Cyclisme, tennis, rallye, athlétisme, le Qatar organise depuis 10 ans des événements internationaux et attire dans son championnat les vieilles gloires du foot européen. Il devenait une évidence. Le fait que le Qatar et son diffuseur Al Jazeera soient des acteurs majeurs et incontournables du financement du sport et des droits télé mondiaux. Le petit Qatar a réussi en 2006 l'organisation des Jeux asiatiques. En coiffant les États-Unis, l'Australie et le Japon, le voici à la table des grands au début d'une nouvelle ère. Une image de football justement avec la qualification du Paris Saint-Germain pour les 16e de finale de l'Europa League. Le PSG qui a une nouvelle fois brillé hier soir au Parc des Princes. Victoire assez facile face au FC Séville. 4-2 et notamment celui-ci de Néné. Le tennis ce soir et l'événement ce week-end, c'est bien sûr la Coupe Davis avec les 2 premiers simples cet après-midi. Vous avez peut-être suivi les rencontres sur France Télévisions. Le score 1 point partout. Gaël Monfils pour la France et Novak Djokovic pour la Serbie se sont imposés. À Belgrade, Julien Benedetto et José Boulestex. Monfils, c'est du solide. Dans l'arène serbe où brille la culture française, le Parisien signe un succès plein d'autorité. Aujourd'hui, c'était encore fabuleux, j'ai bien senti la balle, j'ai réussi à faire des changements de rythme, temporiser, venir un peu plus au filet quand il fallait, non, je suis vraiment très content. La Belgrade Arena n'a finalement rien de l'enfer annoncé. À part quelques sifflets incongrus, le bruyant public serbe ne perturbe pas l'esprit conquérant du numéro 1 français. Pour l'instant, il y a un passage, mais pas bien, d'accord, t'en profites. Tu fais pas plus, mais surtout pas moins, ok? Mais il peut peut-être un peu mieux jouer, il ne faut pas que toi tu temporises. 6-1, 7-6, 6-0, Monfils domine Janko Tipsarevic et apporte un premier point crucial aux Bleus. C'est espéré, c'est l'idéal, c'est comme ça qu'il fallait que ça commence. Il a fait ses preuves sur les tours précédents et aujourd'hui il nous met encore sur des bons rails. Quelques minutes plus tard, la Serbie chante à nouveau à gorge déployée. L'icône du pays, Novak Djokovic, ne laisse aucune chance à Gilles Simon, battu 6-3, 6-1, 7-5, avec quelques regrets. J'ai l'impression quand même qu'il jouait vraiment très bien. Il a passé énormément de premières balles, il a fait très peu de fautes directes. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu beaucoup d'occasions aujourd'hui.
Au crépuscule du premier acte, les deux pays sont à égalité et toujours plein d'espoir. L'équipe qui remportera le double demain aura posé une main sur le mythique saladier d'argent. C'est donc le week-end du Téléthon sur France Télévisions, 24e édition, un seul numéro, vous le savez, le 36-37, une marraine cette année, Anne Romanoff, et une ambassadrice, la petite Juline. Vous pourrez suivre tout cela sur nos antennes. Alors pourquoi le Téléthon fait toujours appel à vous? Quels sont les objectifs, les résultats et les espoirs? On voit cela avec Laurence Beauvillard. Moi j'aimerais bien qu'on arrive à la soigner. Si on peut pas, eh bien, tant pis. J'aimerais bien faire du judo, du karaté, du kung-fu, du tennis, du ping-pong. C'est à cause de ma maladie que je peux pas les faire. Vivre. Un jour, le rêve s'est transformé en peut-être. Une petite lumière d'espoir s'est allumée. Des enfants prisonniers de leur bulle sont libérés. Puis vint le tour d'Alena, de Lucas. Et parmi les nouveaux enfants soignés, il y avait Andrés. Et cette année, Paul-Louis a été traité. Ils sont tous des symboles de la réussite. Ça marche. Ces médecins ne sont plus des chercheurs, ils sont des découvreurs. Pour tous les parents, il devient possible d'y croire. Il faut qu'on y arrive. Mais on va y arriver. Maintenant, ça devient du rêve faisable. Pour tous ceux qui attendent, l'espoir se concrétise, nous sommes tout prêts et le combat continue. Et le compteur est actuellement à 1 863 994 €. 36-37 donc, avant de refermer le journal. Je vous en rappelle l'une des informations de la soirée. Bien sûr, c'est cette nouvelle alerte orange à la neige et au verglas sur 26 départements. Prudence sur les routes, c'est une nouvelle fois l'ouest du pays qui reste principalement touché. La neige qui pourrait faire sa réapparition demain sur l'île de France. Et puis cela fait désormais 339 jours que nos deux confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan, ainsi que leurs 3 accompagnateurs. Nous pensons bien sûr à eux, à leurs proches, ainsi qu'aux 6 autres otages français retenus dans le monde. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet. 20h35, ne manquez pas le retour de Nicolas Le Floch. À demain pour l'information des 13h, suivi de 13h15 le samedi. Très belle soirée à vous et bon début de week-end. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.